Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire de l'excellent Vicomte du Royaume de l'Ouest, comme je l'avais fait pour Paladin du Royaume de l'Ouest, comme je l'avais fait également pour Architecte du Royaume de l'Ouest. Alors le troisième titre de cette trilogie n'y échappera pas. Par contre, prenez note que je n'irai pas nécessairement jusqu'au bout de la session en solitaire. On va faire plusieurs tours en alternance pour être certain que vous ayez vraiment un bon aperçu de comment y jouer et que vous puissiez déterminer par vous-même si le mode en solitaire vous intéresse. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie des Vicomtes du Royaume de l'Ouest et on s'apprête à affronter aujourd'hui le mode solitaire. Alors dans le mode solitaire, nous allons affronter un joueur qui représente l'intelligence artificielle. Et ce qui est particulièrement intéressant dans Vicomte, c'est que lorsque vous jouez en solitaire, vous allez pouvoir récupérer un plateau de jeu aléatoire pour vous que vous allez disposer de la même façon que d'habitude, alors que pour l'intelligence artificielle, eh bien, vous allez pouvoir récupérer un plateau aléatoirement, mais celui que vous allez avoir récupéré à son endos va avoir la disposition pour le mode en solo, mais également va faire état de la spécialité de l'automa ou de l'intelligence artificielle. Chacun de ces 4 plateaux va mettre le focus sur une stratégie différente. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle que l'on affronte va se concentrer sur les constructions. Alors il y aura particulièrement beaucoup de cartes dans son paquet qui vont lui permettre de construire ses bâtiments de façon rapide et efficace sur le plateau. Et de notre côté, eh bien, l'objectif du jeu sera qu'au terme de notre partie qui va se terminer comme une partie habituelle, c'est-à-dire dès que l'une des 2 cartes de décompte de fin de partie est dévoilée, notre objectif sera de marquer plus de points de victoire que notre adversaire. Et là, la mise en place est déjà faite. Selon le plateau que vous utilisez pour l'automa, vous allez avoir des cartes à retirer. Alors, on a les cartes de départ, on a des cartes futures également, selon l'automa, donc ils ne vont pas commencer nécessairement avec les mêmes cartes. Et de notre côté, eh bien, on a un choix à faire pour ce qui est de notre héros qui va commencer dans notre paquet, ainsi que de notre carte de départ. Alors j'ai déjà fait les choix présentement. J'ai donc récupéré toutes les ressources et éléments de jeu de départ. Je commence la partie avec une ressource de mon choix. J'ai décidé de ramasser de la roche, une pièce d'argent et j'ai décidé d'utiliser les pièces qui sont disponibles dans les pillards de la mer du Nord, donc les pièces métalliques, une dette et un accomplissement, ainsi qu'un bâtiment, celui qui me permet de me déplacer d'une case de plus pour chacun de mes déplacements déjà construits. Alors mon bâtiment a déjà été placé sur le plateau, j'ai décidé de le placer juste ici, ça m'a permis de payer tout de suite ma dette, ce qui m'a donné une ressource de mon choix. J'ai décidé de prendre un lingot d'or et ça, c'est le début de la partie. Je commence sur le 8e emplacement, alors que mon adversaire commence de l'autre côté du royaume sur l'emplacement numéro 4. Et Lothaire sera donc mon héros, un héros intéressant qui va me permettre de marchander un peu et d'avoir un paquet de ressources à chaque fois qu'il va être mis en jeu. Alors je pense qu'on va essayer d'opter pour une stratégie qui nous permettrait souvent de réorganiser notre plateau pour s'assurer de le défausser le plus rapidement possible et de le ramener dans notre main. Il va s'ajouter donc à notre main de départ de 8 autres cartes. On va mélanger ça bien comme il faut. Et nous sommes prêts à débuter la partie. On commence toujours en étant premier joueur. On pioche 3 cartes et nous sommes prêts à débuter notre tour. Alors voyons voir les actions qui s'offrent à nous. On a ici le curé qui nous permettrait de nous déplacer 2, de faire une action de monastère ou de manuscrit. On a l'écuyer juste ici qui nous permet de placer des ouvriers dans le château, ou on a j'allais dire l'échangiste. Non, c'est pas tout à fait la même chose.
le spécialiste des échanges commerciaux, disons ça ainsi, qui nous permet de récupérer de l'argent supplémentaire tant qu'il est en jeu. Alors je crois qu'en début de partie comme ça, on veut essayer de profiter des symboles qui sont imprimés sur notre plateau. Je crois qu'on pourrait facilement décider d'utiliser notre écuyer. Alors je vais placer mon écuyer en jeu, les autres cartes je les garde en main. Et rappelons-nous, j'ai toujours le droit, je dois en fait me déplacer de 2. Mais là, j'ai la possibilité de me déplacer d'un emplacement supplémentaire si je le désire. Alors si je me déplace de 2, je pourrais faire 1, 2, puisque je veux venir dans les emplacements centraux pour être près du royaume pour effectuer mon action. 1, 2, ou alors je pourrais avancer d'un emplacement supplémentaire pour être juste ici. Est-ce qu'il y a des personnages à influencer qui pourraient m'être utiles? Pas vraiment pour le moment. Quoique... Non, j'ai pas assez d'argent. Bon, alors je vais aller selon le plan initial. Je vais me déplacer de 2, 1, et je vais suivre la flèche juste ici pour 2 emplacements. Par la suite, je vais réaliser mon action puisque je décide de ne pas influencer le personnage. Mon action juste ici. Combien est-ce que j'ai d'icônes de fleurs de lys visibles? J'en ai 1, 2, et je vais payer un lingot d'or pour en avoir un troisième. Alors selon la charte qui est ici, je peux alors placer deux ouvriers de ma couleur dans le château. Alors je vais procéder en récupérant 2 ouvriers et je vais les placer tout simplement juste ici de cette façon. Alors dans le premier quartier du château, présentement ils me valent 2 points de victoire à la fin de la partie s'ils restent en place, mais évidemment l'un de mes objectifs à moyen terme sera de refaire le tour du plateau pour revenir en placer de nouveau. Et plus j'en ai ici, plus j'ai des chances que mes ouvriers progressent et me valent plus de points en fin de partie, mais également me donnent des avantages dès le 2e niveau. Alors, dès notre prochain parcours, je vais tenter de faire un autre arrêt juste ici. Si maintenant on continue, ce serait le moment de recruter la voyageuse. Je ne peux pas de toute façon, j'ai seulement une pièce d'or, je n'ai aucune collision entre mes 2 marqueurs et je peux enfin piocher une nouvelle carte. Présentement, ma limite de cartes est de 3. Alors voilà, mon tour est maintenant terminé. Pour ce qui est du tour de notre adversaire, son tour va se passer de façon similaire au tour d'un joueur normal. Alors on va tout simplement retourner la première carte de son paquet. Les cartes de départ ont tous un petit bandeau brun. On a les symboles auxquels il peut avoir accès qui sont imprimés en haut ici, ainsi que les 3 actions, et oui, 3 choses, 3 éléments qu'il va effectuer à son tour. Alors, je mets ça ici, et on remarque également qu'on avait les différents éléments de jeu avec lesquels notre adversaire commence la partie. La première chose qu'il va faire, c'est de déplacer son jeton de vertu. Alors, voilà. Par la suite, il va se déplacer de 3 emplacements. Rien de plus facile pour les déplacements de l'intelligence artificielle. On utilise seulement les emplacements de la route extérieure et on se déplace du nombre d'emplacements indiqués. 1, 2 et 3. Par la suite, on effectue l'action du bas. Alors en priorité, il va essayer d'influencer, il va essayer de placer ses ouvriers dans le château. Même s'il est dans un emplacement extérieur, il peut le faire quand même. Pour cela, on va devoir consulter le nombre de symboles qu'il a en sa possession, ainsi que la petite charte. Alors ici, on nous dit que pour effectuer cette action, il doit avoir un minimum de 3 influences, 3 fleurs de lys. Alors présentement, il en a 1, 2, ça ne serait pas assez, mais il va par contre dépenser son or pour avoir un total de 3 influences et on nous indique que s'il a un maximum de 3, alors il ne peut pas dépenser autre chose pour monter à 5, il va placer 2 de ses ouvriers, alors ça c'est les miens, 2 de ses ouvriers dans le château, dans le quartier adjacent à sa position. Alors sensiblement la même chose que ce qu'on vient de faire, et ça c'est dangereux qu'on soit adjacent. On ne veut pas trop être proche de notre adversaire parce qu'il a des risques qu'il expulse nos ouvriers. Alors les autres icônes qui sont ici n'auront pas lieu.
je peux vous les montrer d'un peu plus près. On offre souvent des alternatives. S'il n'avait pas eu les 3 influences nécessaires pour effectuer son action, à la place, il aurait fait, ce petit symbole, son action fétiche ou son action favorite, c'est-à-dire la construction. Et si aucune de ces actions n'aurait été possible, eh bien, il aurait récupéré une nouvelle dette et retourné compléter une carte d'accomplissement. Alors voilà, son tour est presque terminé. On regarde ensuite, est-ce qu'il y a collision entre ces marqueurs? Non, on n'a rien à rebrasser et voilà, son tour est terminé. On continue avec notre tour à nous. Alors, on va déplacer la carte qui est juste ici. Nous allons consulter celle que nous avons en main. Alors, présentement, l'avantage, c'est qu'on a commencé la partie avec déjà un bâtiment mis en place. Par contre, on n'a pratiquement aucune ressource. Alors, je crois qu'à ce tour-ci, on va essayer d'aller chercher un peu d'opportunité. Alors, ici, je crois que la financière pourrait nous être utile. Elle se déplace de 3. Alors, on est présentement ici. Je pourrais faire 1, 2, 3. J'aurais tout de même 3 sacs que je pourrais utiliser pour aller chercher un encrier, ce qui est tout de même bien, quoique j'aimerais bien avoir de l'argent supplémentaire. Est-ce que je peux me rendre jusqu'ici avec 3 déplacements? 1, 2, 3. En me rendant jusqu'ici, j'aurais 3 pièces, ce qui pourrait m'être utile pour influencer et récupérer des cartes supplémentaires dans mon paquet, parce que c'est un deck building. Par contre, passer tout droit, les encriers, la prochaine opportunité est ici. C'est quand même assez rapproché. Bon, on va essayer ça. Alors, je vais mettre en place la financière. Juste ici, elle me permet immédiatement de défausser une carte. Alors, lorsqu'on défausse une carte, je peux soit défausser une carte de ma main ou la première carte ici de mon paquet. Et là, je n'ai pas vu encore mon héros. Alors, il y a un risque que ce soit le héros que je défausse et je ne veux pas défausser mon héros, je crois bien. J'aimerais bien l'avoir dans les mains le plus vite possible. Est-ce que je défausse mon curé ou mon échangiste, comme on le disait plus tôt? Je crois que je pourrais... Tiens, je vais me débarrasser de celui-là pour l'instant. Alors, l'avantage, c'est qu'à la fin de mon tour, je vais pouvoir piocher 2 cartes et immédiatement, je récupère 2 pièces supplémentaires. Je dois ensuite me déplacer de 3. Alors, voyons voir si notre plan fonctionne. 1, 2 et 3, juste ici. Maintenant, est-ce que j'influence notre personnage, le sculpteur? Je crois que non. Maintenant, je vais réaliser l'action d'échange. Donc, je consulte le nombre de sacs bleus que j'ai présentement sur mon plateau. Ça ne compte pas, c'est la défausse. 1, 2 et 3. Alors, je peux échanger ces 3 biens contre 3 autres pièces d'argent. Alors ça, c'est pas de refus. Et voilà, maintenant on est rendu riche, on est passé de pauvre à riche. C'est ça, hein, l'histoire des jeux d'influence dans l'époque médiévale. Alors, avec ça, est-ce que je recrute le sculpteur? Bon, je vais vous le montrer d'un peu plus près et je ne vais pas regarder la carte qui est en dessous. Alors, ça nous coûte 3, c'est la moitié de notre fortune. Si on le recrute immédiatement, on peut défausser une carte. Et tant qu'il est en jeu, les pierres dépensées nous donnent 2 marteaux. C'est super efficace pour construire. Je crois que oui, effectivement, on va le recruter puisqu'on a déjà commencé une espèce de stratégie de construction. On va devoir toutefois trouver un moyen d'aller chercher des roches supplémentaires. Alors, il me coûte 3 pièces d'argent. Immédiatement, je peux, si je le désire, défausser une carte. Est-ce que je veux défausser mon moine? Voyons voir. Si je veux le défausser, en fait, si je le jouais, au prochain tour, je pourrais me rendre jusqu'ici. Pour faire l'action des moines, il me faudrait, dans ce cas-ci, 3 croix. J'en aurais une seule, plus celle-ci que je pourrais récupérer en influençant. Ce ne serait pas suffisant. Alors, je crois que je vais défausser mon moine, ce qui me donnera encore plus de chances de piocher mon héros à mon tour. Et je crois que mon tour se termine de cette façon. Je n'ai pas de collision ici. Je peux piocher maintenant 3 cartes. 1, 2 et
3, non, notre héros n'est toujours pas apparu, mais bon, c'est pas plus grave. Continuons avec notre adversaire. Première chose qu'il fait, la carte va se déplacer et on en dévoile une nouvelle. Alors, on a une nouvelle icône dans le haut, celui du marteau. L'action qui est juste ici. Lorsqu'on a certains icônes comme ceux-ci, on peut se référer à l'aide-mémoire. Alors, cette icône qui est là n'est pas inscrite sur cette carte parce que j'avais complètement oublié son effet. C'est bien simple, il va influencer la carte de l'endroit, de la région où il se trouve. Alors ça, il va faire ça gratuitement. Et la seule chose qu'il va récupérer, c'est le bénéfice dans le haut juste ici, soit avancer son marqueur corruption et la carte est retirée simplement du jeu. Alors voilà, c'est fait. En fait, ça ici, c'est souvent des icônes comme par exemple défausser une carte. Bon, l'intelligence artificielle ne défausse jamais de carte, alors à la place, il va avancer son jeton vertu. Par exemple, détruire une carte et la retirer complètement du jeu, il ne fait jamais ça, mais à la place, il pourrait retourner une carte. Récupérer de l'argent, eh bien, le joueur artificiel n'en récupère jamais, mais si le jeu lui en donnait l'occasion, il récupérerait une ressource à la place. Alors, l'aide-mémoire est bien utile. Par la suite, il va effectuer 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Alors, ce serait très bien qu'il finisse son mouvement dans notre localisation, parce que ça nous permettrait de réorganiser nos cartes à notre goût. Et sa dernière action, c'est l'action de construction. Et là, je suis pas mal certain qu'il va pouvoir nous construire quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'il a présentement 1 et 2 marteaux. Et là, on doit consulter, vous ne le voyez pas super bien, mais la légende sur son plateau, on nous indique les coûts pour les différents types de bâtiments. On a 7 marteaux, 5 marteaux et 3 marteaux. On doit regarder quelle est la valeur maximale qu'il pourrait obtenir s'il dépensait toutes ses ressources. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le maximum qu'il pourrait obtenir. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il va donc dépenser toutes ses roches et il va aller construire le bâtiment le plus à gauche dans la catégorie de ceux qui coûtent 5. Alors ce bâtiment, il va le placer dans la zone où il est, l'emplacement le plus à gauche, et là je ne me souviens jamais, j'ai toujours un petit blanc. Est-ce qu'il doit se rendre jusqu'à la dernière rivière dans la région adjacente ou l'emplacement le plus à gauche de la région où il se trouve? Je ne me souviens pas exactement, mais je crois que c'est vraiment l'emplacement le plus à gauche de la région où il se trouve, du cadran où il se trouve. Alors, il va construire son bâtiment juste ici. Et si ce n'est pas ça, eh bien, vous pourrez me le signifier dans la section commentaires et va récupérer la récompense, soit un lingot d'or. Et voilà. Et il vient de développer un nouveau pouvoir. Alors, le nouveau pouvoir ici, en fait, est un pouvoir qui n'arrive qu'une seule fois, instantané. On va ajouter une carte future. Alors, ce sont des cartes plus puissantes, mais qui va s'en aller directement dans sa défausse. Alors, ça va revenir ici un peu plus tard. On peut la consulter quand même. Alors, c'est une carte avec 2 icônes qui va lui donner des ressources et qui va encore une fois lui permettre de construire. Alors, cette carte s'en va dans la défausse et prochainement, elle reviendra dans la pioche. Son tour est terminé. C'est de retour à nous. Voyons voir nos 3 cartes en main. Alors, on a encore deux marchands et un constructeur cette fois-ci. Alors, on va déplacer tout ça. On aurait vraiment l'opportunité pour avoir plusieurs sacs. Et ce que je remarque, c'est que nos 2 marchands ont des pouvoirs qui vont se déclencher uniquement lorsqu'ils vont être défaussés. Alors, je crois que c'est un bon moment en début de partie d'en mettre un en jeu. Ça ici, ça nous permet de retourner une carte dette ou accomplissement, ça c'est toujours très bien, ou celui-là nous permet d'avancer notre marqueur vertu et de recruter n'importe quelle carte gratuitement qui est présentement visible sur le plateau. Alors je crois que ce qui va nous influencer, c'est le nombre de déplacements qu'on effectuerait. Avec un seul déplacement, on s'en vient ici et on récupère des roches. Avec 2 déplacements, on s'en vient là et on récupère des encriers. 2 super bonnes options. Mais je crois que, considérant la carte qu'on a récupérée un peu plus tôt, le sculpteur, on veut ramasser des roches. Alors, on va mettre notre femme juste ici, qui va nous permettre de nous déplacer de 1. Est-ce qu'on influence le garde juste ici? Je crois que non. Non, puisque ce n'est pas l'action qu'on effectue en ce moment. On ne fait pas d'influence. On va maintenant compter le nombre de sacs qui sont visibles sur notre plateau. 1, 2, 3.
3 seulement. C'est malheureux parce qu'on peut faire autant d'échanges qu'on veut à coût de 2 sacs. Alors, ce qu'on va faire, je crois... Oh là là! Alors là, je suis dans une situation particulière parce qu'il y a 2 choses que j'aurais voulu faire ici et je viens de me rendre compte qu'il me manque une ressource pour le faire. J'aurais voulu payer une pièce d'argent pour acheter un sac. Ça m'aurait donc donné 4 sacs de roches. Et ensuite, j'aurais voulu acheter, recruter le garde pour l'avoir dans mon paquet et bonifier mes actions d'influence. Mais il me manque une pièce d'or pour faire ça. Ouh là là, alors qu'est-ce qui est le plus payant? Est-ce que je veux juste une roche de plus ou je veux la carte? Je crois que je vais prendre la carte. Alors, je vais seulement récupérer une roche, puisque j'ai 3 sacs. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, j'en ai tout de même 2. Et ensuite, je vais dépenser ma fortune. Alors, me revoilà pauvre. Et je vais recruter le garde. Immédiatement, je peux récupérer une dette. Alors là, vous pourriez me dire, mais en quoi est-ce que c'est positif de récupérer des dettes, puisqu'elles nous font perdre 2 points en fin de partie? Bien, il y a 2 choses tout de même de positif, c'est que lorsqu'on les paye, ces fameuses dettes, elles nous donnent une ressource de notre choix. Et en plus, en fin de partie, si c'est la carte de prospérité qui est dévoilée, si on est le joueur qui a réussi à payer le plus de dettes, eh bien, c'est nous qui sera récompensé. On a une espèce de mécanisme de scie ici ou de bras de fer entre les 2 paquets de cartes qui va avantager l'autre catégorie. Alors ça, j'aime bien ça. On va ranger la carte près de notre plateau et on va ajouter notre garde à notre défausse. Alors ça sera particulièrement utile lorsqu'on voudra venir influencer dans le château. Et par la suite, on n'a toujours pas de collision ici. Et on peut piocher une nouvelle carte et c'est notre héros. Alors au prochain tour, probablement qu'on va essayer de le mettre en jeu pour aller récupérer plein de ressources. Ça va nous donner justement une roche supplémentaire. C'est maintenant au tour de notre adversaire. On déplace tout ça. On dévoile une nouvelle carte. Juste ici. Alors première chose qu'il va faire, il va influencer. Alors son emplacement est juste ici. Ah non, cette carte-là m'intéressait vraiment avec les 2 croix. Ah, ça m'intéressait vraiment, l'évêque. Alors malheureusement, c'est mon adversaire qui va s'en débarrasser. Il va récupérer une dette. Alors même chose pour mon adversaire, les dettes lui font perdre des points en fin de partie s'il ne les paie pas. Mais je vous garantis qu'à un certain stade durant la partie, il va se mettre à les retourner assez facilement. Oups, non, on ne lui mettra pas du côté payé tout de suite quand même, on n'est pas gentil à ce point-là. Alors, la première action est effectuée et là, on vient de dévoiler un pickpocket. Intéressant. Il se déplace de 2. 1, 2. Ah, si près de nous. Il va essayer d'influencer. Oh là là. Est-ce qu'il est capable? Alors, il lui faut un minimum de 3. 1, 2 et 3 grâce à l'or qu'il a récupéré un peu plus tôt. Malheureusement pour nous, il va placer 2 de ses ouvriers encore une fois dans le château. Et ça, c'est vraiment un petit mini-jeu de contrôle de majorité. On veut être, oui, le premier au centre, mais on veut être majoritaire au centre également pour récupérer cette carte. Si on l'obtient, nous, le joueur, on peut avoir une carte de plus dans les mains en tout temps. Et en plus, le propriétaire de cette carte, celui qui aura le plus d'ouvriers au centre à la fin de la partie, va marquer 5 points, ce qui est non négligeable, rappelons-le. Alors, il a placé ses ouvriers. Il n'y a rien d'autre qui se passe présentement puisqu'il en a seulement 2. Aucune collision et c'est la fin de son tour. Alors vous voyez, c'est tout de même assez rapide. De notre côté, on peut tout décaler. Alors notre écuyer juste ici va être défaussé. On décale le tout et on consulte notre main. Alors là, je suis tenté de faire 2 choses parce que Lothaire... Ah non, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça parce que Lothaire va me donner plein de ressources. En plus, je vais pouvoir bénéficier de tous les sacs que j'ai sur mon plateau et on pourrait aller récupérer les encriers. Ce serait vraiment, vraiment génial. De notre côté, on pourrait également avancer de 2 emplacements pour se rendre jusqu'ici et utiliser tous nos sacs pour retourner n'importe quelle de nos cartes, une dette ou un accomplissement. Les accomplissements donnent 3 points lorsqu'ils sont retournés versus un seul point s'ils ne sont pas retournés. Mais je crois qu'on va profiter pour l'instant de Lothaire, puisque ça a été quand même assez long avant qu'on l'obtienne dans nos mains. Alors immédiatement, il va nous donner une ressource de chaque.
Alors ça, c'est bien également. On est en train d'accumuler des roches. Alors lorsqu'on va voir notre sculpteur apparaître, on pourra les utiliser. Je crois que c'était vraiment un bon choix. On se déplace de 1, on arrive donc juste ici. Et combien de sacs est-ce qu'on a devant nous? On n'a pas d'argent, donc on ne peut pas en dépenser de plus, mais on en a quand même 1, 2, 3 et 4. Alors pour 4 sacs, je peux récupérer 2 encriers. On commence à être bien équipé en ressources. Alors notre adversaire a certainement l'avantage présentement à première vue, mais on s'en vient bien équipé. Donc, est-ce que je voulais influencer? Non, je ne voulais pas influencer, mais est-ce que je veux l'acheter? Je voudrais bien l'acheter, le prêtre, mais je n'ai pas d'argent. Alors, le questionnement s'arrête là. Aucune collision, donc présentement, on n'est pas très corrompu, ni très vertueux. Bon, ça va venir. Et on peut piocher une nouvelle carte, soit la dernière, et je sais déjà quelle est cette carte. Il s'agit de la voleuse. Alors voilà. Le petit crâne ici violet est un joker, donc il peut remplacer n'importe quelle cône. Par contre, tant qu'elle est visible sur notre plateau, elle va faire avancer notre jeton corruption à chaque tour. Et ça s'ajoute à notre main. Allons voir maintenant du côté de notre adversaire. Alors, la première carte qui est juste ici va être défaussée. On décale le tout et voilà, on en dévoile une nouvelle. On va voir qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci? Oh! Encore de la construction. Dites-moi pas qu'il va encore construire. Première chose qu'il fait, c'est qu'il va retourner une carte. Alors, si je me souviens bien, il va retourner le type de carte qu'il a le moins retourné. Alors, présentement, il n'y a aucun type de carte qu'il a moins retourné, puisque les deux types de cartes qu'il a accumulées n'ont jamais été retournés. Alors, si je me souviens bien, et là encore une fois, ça se peut que je me trompe, mais en priorité, il retourne une dette dans cette situation pour s'éviter des points négatifs en fin de partie. Immédiatement, il récupère une ressource. Et là, ça va me permettre de vous parler justement de comment est-ce qu'on sait quelle ressource notre adversaire va récupérer. Alors ici, on a une petite légende qui va changer selon la spécialité de notre adversaire. On nous dit si l'intelligence artificielle a 6 roches ou a moins de 6 roches, eh bien, il va récupérer de la roche. Alors présentement, il n'en a pas. Donc, il va récupérer une roche. Alors que s'il en avait eu plus de 6, il aurait récupéré de l'or. S'il avait eu plus de 4 or, il aurait récupéré des encriers. Alors, voilà pour la première résolution. Alors, son tour n'est pas terminé. Il va ensuite se déplacer de 2. 1, 2. Oh là là! Alors, il y a maintenant une joute présentement en cours. Ça nous donne l'occasion, si on veut, de rediviser ou de remanier nos cartes. Alors, je crois que ce que l'on va faire, c'est que on va déplacer cette carte. Non, on va y aller comme ça à la place, je crois. Alors, on va mettre Lothaire, qui sera la prochaine carte à être défaussée. On va mettre Lender juste ici et on va ramener cette carte de ce côté. Alors ça, c'est vraiment un bon timing pour faire ça. Ensuite, il va essayer en priorité de résoudre l'action des moines, l'action des manuscrits. Pour ce faire, on compte le nombre de croix sur son plateau, une seule, et il n'a pas d'encrier. Alors, il ne peut pas récupérer ce manuscrit qui lui demande d'avoir 3 croix. L'autre opportunité qu'il a, c'est de construire. Combien de marteaux a-t-il? 1, 2, 3. Alors, il va construire le bâtiment le plus à gauche, juste ici. Il s'agit d'une petite maison. Et il va le placer. Là, il est juste ici, si je me souviens bien, dans cet emplacement, ce qui va faire avancer son jeton de vertu. Et voilà. Et en construisant ce bâtiment, notre joueur vient de débloquer une nouvelle habileté. À partir de maintenant, à chaque fois qu'il ajoute une carte future dans son paquet de base, il va également influencer la carte à côté de laquelle il se trouve. Alors, on n'est pas le seul à avoir du engine builder à effectuer avec des combos. Notre adversaire va pouvoir faire une panoplie de combos à son tour, croyez-moi. Et évidemment, plus de bâtiments il construit de même type, et plus de points est-ce que ça va lui rapporter en fin de partie. Donc, ces constructions sont terminées. Par la suite, est-ce qu'il y a confrontation ici? Non, c'est la fin de son tour.
À notre tour de jouer maintenant, nous allons défausser l'otaire, ça fait partie de notre plan. On va décaler le tout et maintenant on peut jouer une carte. Alors je crois que nous allons jouer notre laboureur juste ici qui nous permet d'avancer de 2. 1, 2, et là on va utiliser notre super pouvoir qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire notre déplacement supplémentaire. Alors, ce serait vraiment triste de passer une partie complète sans l'utiliser alors que c'est notre avantage de départ. Et on va venir juste ici. Maintenant, nous allons faire l'action de construction. Et là, je suis vraiment triste de ne pas avoir le sculpteur et j'ai vraiment l'impression qu'on va le récupérer très rapidement et que je vais m'en mordre les doigts, mais je vais effectuer une construction. Donc, je vais utiliser un seul marteau, 2 et 3. Alors, je ne peux pas me rendre jusqu'à 5, c'est ce que j'aurais voulu pour construire ces bâtiments juste ici. Mais je vais me rendre jusqu'à 3, ce qui va me permettre de construire une petite maisonnée. Et je crois que je vais mettre en jeu celle-ci, que je vais placer juste ici, puisque ça fait partie des emplacements auxquels j'ai accès. En construisant juste ici, je récupère un lingot d'or. Souvenons-nous de notre plan. On s'était dit qu'on voulait faire un tour complet et réarrêter ici. Oh là, j'ai un méga lingot. Mes 2 lingots sont collés ensemble. Alors voilà, on trichera pas quand même. Et puisque je viens de compléter une route, j'ai également l'avantage en son centre. Et dans ce cas-ci, eh bien, ça ne semble pas très positif, rappelons-le, mais on obtient une dette. Alors éventuellement, on aura, je l'espère, le moyen de payer ses dettes. En fait, au prochain tour, lorsqu'on va défausser l'Ender juste ici, on pourra en retourner une ou notre accomplissement. Bon, alors on a fait notre construction, on a récupéré notre avantage, notre route, et là, ce que ça vient de débloquer, c'est le super pouvoir d'avoir toujours une carte supplémentaire dans nos mains. Alors maintenant, notre capacité de carte va passer à 4 cartes. Donc, on a construit. Maintenant, est-ce qu'on voudrait recruter? Non, on n'a pas d'argent. Il n'y a aucune collision. Et c'est la fin de notre tour. On va maintenant piocher. Oh, aucune carte dans la pioche. C'est à ce moment qu'on prend notre défausse et qu'on la mélange. Alors, rappelons-nous qu'on a dans la défausse notre héros et on a également 1 ou 2 cartes supplémentaires qu'on a recrutées. 2, je crois, qu'on pourra voir réapparaître très bientôt. Alors, voilà. Et puisqu'on a seulement 2 cartes en main, je peux en piocher 2 nouvelles puisque ma capacité vient d'augmenter. Alors, oh, notre sculpteur, évidemment, dès que j'ai dépensé toutes mes roches, c'est à ce moment qu'il apparaît. Et nous avons notre écuyer. Alors peut-être qu'on pourra faire quelque chose au prochain tour avec ceci. Alors l'avantage d'avoir 4 cartes en main, c'est qu'on peut justement passer à travers notre paquet plus rapidement et avoir accès aux cartes qu'on veut au moment où on le désire. Notre adversaire maintenant, on défausse cette carte. On déplace le tout. Voilà, voilà. Une nouvelle carte à dévoiler. Et ce paquet commence vraiment à diminuer. Alors éventuellement, on va devoir rebrasser celui-ci et c'est là que les cartes les plus dangereuses et les plus efficaces vont apparaître. Notre adversaire va récupérer une ressource. Alors en priorité, il ramasse de la roche puisque c'est sa spécialité. Il se déplace d'un emplacement et voilà. Alors vous voyez que les tours de notre adversaire se déroulent tout de même assez vite. On n'a pas vraiment de choix à faire pour lui, tout est logique. Il va en priorité essayer de construire. Il a présentement 1, 2, 3, non, 3 marteaux. Alors, il va le faire. Il va construire sa 2e petite maison. Et il va la jouer, si je me souviens bien, dans l'emplacement le plus à gauche auquel il a accès, soit juste ici, parce qu'il y a la rivière qui le sépare de l'autre côté. Et de toute façon, dans cet emplacement, on a seulement accès aux emplacements qui sont adjacents à nous. Donc, il récupère un accomplissement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de les retourner, mais ça ne saurait tarder, croyez-moi. Donc, il a effectué sa construction et là, il vient de dévoiler un nouveau bonus qui semble très dangereux pour nous. À chaque fois qu'il va rebrasser, donc il y a différentes choses qui peuvent le faire rebrasser, mais dès que ça va arriver, des fois c'est en influençant un personnage ou en ayant complètement passé à travers ce paquet, il va pouvoir avancer son jeton de vertu. Alors ça va lui donner tout plein de cartes supplémentaires.
Et est-ce qu'il effectuait quelque chose d'autre? Non, c'est la fin de son tour. Alors de notre côté, on a 4 cartes en main et je crois que même si c'est pas optimum ou optimal, je crois qu'on va venir jouer ici. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de lingots d'or avant de revenir ici, mais je crois que pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va défausser l'Ender juste ici. Ce faisant, on peut retourner de nos cartes, soit une dette ou un accomplissement. Alors, si je défausse une dette, je perds la pénalité de perdre 2 points et je peux récupérer une ressource. Alors, je pourrais avoir un 3e lingot. Si je joue mon écuyer, je pourrais me rendre jusqu'à 4, mais il me faudrait 5 pour placer 3 ouvriers. C'est vraiment ça que je voudrais faire. À la place, je crois que je vais simplement... je vais payer une dette, c'est sûr. Alors voilà, ma dette est maintenant payée, elle est déchirée. Je vais la mettre de côté, juste ici. Alors, avec juste une main, c'est pas l'idéal. N'essayez pas ça à la maison. Et je peux récupérer une ressource, je crois. Et là, je suis embêté. Je pourrais me spécialiser pour les encriers, mais je crois que je vais récupérer une roche, puisque éventuellement, on voudra mettre en jeu notre sculpteur. Bon, ceci étant fait, je vais maintenant mettre en jeu mon écuyer. Je dois me déplacer de 2 ou de 3. Je pourrais venir ici. Mais je crois que je vais me tenir au plan initial 1 et 2. Est-ce que j'influence notre voyageuse? Je n'ai pas d'argent, ça règle la question. Je vais effectuer mon action. Alors, l'action d'influence, j'ai 1, 2, 3. Ah, à moins que j'en mette seulement un. Si j'en mets seulement un, je mets un ouvrier. Intéressant. Si j'ai seulement une fleur de lys, je peux mettre un ouvrier. Ça m'en donnerait 3. Je pourrais donc quand même avoir l'avantage. Alors que si je paye mes 2 lingots, je pourrais en placer 2. J'en aurais 4. J'en aurais un qui vient ici, un qui va là, un qui va là. Et un qui reste ici. Ok, je vais y aller avec le plan que j'avais en tête. Je vais payer effectivement mes 2 lingots. Ça me donne 3 fleurs de lys. Je peux donc placer 2 de mes petits bonhommes, de mes citoyens. Et voilà. Alors, dès qu'on a 3 ouvriers ou 3 citoyens de notre couleur dans un même tiers du château, on doit passer à la progression de nos citoyens. Alors, j'en ai un qui va passer au tiers supérieur. Alors maintenant, il me vaut 2 points en fin de partie et on se rapproche du centre. Il va me donner également immédiatement la récompense, soit une roche et un encrier. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Et ensuite, je dois envoyer un ouvrier à gauche et un ouvrier à droite. Et celui-là va rester ici. Alors, c'est plus facile pour moi éventuellement de faire grimper de nouveaux ouvriers au 2e étage. Et là, on doit par la suite regarder, est-ce qu'il y a d'autres déplacements à faire pour ce qui est de ma couleur? Non. Mais également, est-ce qu'il y a des zones où il y a plus de 3 ouvriers? Et là, j'insiste, plus de 3. Alors, présentement ici, ils sont 3, je ne peux rien faire. Si j'avais eu un 2e ouvrier bleu ici, alors présentement, il y aurait eu un ouvrier de trop, j'aurais pu expulser un ouvrier de mon adversaire. Ça aurait été vraiment incroyable, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Alors ça, c'est mon action. Est-ce que je recrute? J'ai pas d'argent. Pas de collision non plus. On n'est vraiment pas axé sur la vertu et la corruption pour l'instant. Ma voleuse, je ne la mets pas en jeu pour éviter de récupérer trop de dettes. Et je peux donc piocher une nouvelle carte. Oh, merveilleux! Maintenant, on va pouvoir utiliser tous nos encriers. C'est au tour de notre adversaire. Alors, on défausse cette carte. Ça lui donne un peu moins d'influence. Et la nouvelle, ce sera... Oh là là! Alors, lui aussi a des cartes de voleur. Alors, maintenant, il va avancer son pion pour tous les nombres de tête de mort qu'il a sur son plateau. Alors présentement, il n'en a qu'une seule. Alors, on le fait progresser de 1. Il va maintenant prendre une dette. Alors, il l'ajoute à ses biens. Il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Et là, ça c'est dangereux. Il vient dans notre zone.
Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il va essayer en priorité de construire. Combien de marteaux a-t-il en sa possession? Ça, c'est un joker, donc ça peut compter 1, 2 et 3. Oh, malheureusement pour nous, il construit sa dernière maison. Et il va la construire juste ici. Et ça ne lui a même pas coûté la moindre pierre de faire ça. Il va récupérer une ressource. La ressource qu'il récupère, c'est de la pierre, justement, de la roche, qu'on va placer ici. Et il vient de débloquer une nouvelle habilité. Donc maintenant, à chaque fois qu'il va rebrasser la défausse pour la mettre ici, il va non seulement avancer son jeton de vertu, mais aussi faire progresser son jeton de corruption, ce qui va accélérer pour lui la rencontre de ces deux jetons et l'obtention de nouvelles cartes. Alors ça, c'est pas très positif pour nous. De notre côté, on va commencer par défausser cette carte. On déplace le tout. Bon, on a encore un marteau et une fleur de lys active. Alors, c'est sûr que c'est intéressant de mettre en jeu la voleuse. Par contre, je crois que j'ai peut-être quelque chose d'autre en tête pour elle. À la place, je crois que c'est le moment. Je crois qu'on va jouer notre sculpteur. Donc, je mets notre sculpteur en jeu. On peut avancer de 3. Je crois qu'on va venir 1, 2, 3... ou plutôt peut-être ici. Je crois qu'on va venir de ce côté. On va faire 1, 2 et 3. Et dans ce lieu, est-ce qu'on va influencer? Non, parce qu'on n'a toujours pas d'argent. Maintenant, on va faire l'action de construction. Alors, on a 2 marteaux. Et souvenons-nous que tant que le sculpteur est en jeu, on bénéficie de son pouvoir. Donc, chaque roche vaut 2 marteaux. Alors, on peut se rendre jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourrait se rendre jusqu'à 8 et construire l'un de ces super gros bâtiments qui nous donnent toujours de façon passive des icônes supplémentaires. C'est vraiment hyper fort. Par contre, est-ce qu'on aura l'opportunité d'en construire plusieurs pendant que notre sculpteur est en jeu? Je l'ignore, mais on va l'essayer. Alors, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, je perds, entre guillemets, une roche à cause de mon pouvoir. Et je vais construire un de mes super bâtiments. Lequel est-ce que je vais construire? Je crois que je vais essayer de profiter de mon sculpteur. Donc, est-ce que j'ai d'autres marteaux en main? Par contre, j'ai pas d'autres marteaux. À moins que... je me souviens pas des cartes que j'ai achetées. Est-ce que j'ai acheté d'autres marteaux? Je sais que j'ai acheté une autre carte qui me donne des fleurs de lys. Oh là là. Je crois que... Bon, je vais construire... Ok, je vais construire celle-là. Je vais essayer de me concentrer sur les fleurs de lys et peut-être la construction en même temps, en parallèle. Alors, je vais construire cet immense royaume, château, et je vais le placer juste ici. Donc, ça me permet de détruire une carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément la déchirer. Non, non, non. Alors, on ne déchire pas les cartes dans ce jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on la retire de la partie, tout simplement, même s'il s'agit d'une de mes cartes de départ. Alors, je vais la mettre à l'autre bout ici. Et c'est pas pour rien que je défausse la voleuse, c'est parce que je ne veux pas avancer trop vite sur la piste de corruption. Et je viens de compléter une route. Et puisqu'on est tous les deux joueurs à avoir contribué à cette route, en fait, à la construction de cette route, tous les deux, alors malheureusement, oui, j'avantage un peu mon adversaire, allons récupérer la récompense, soit un lingot d'or, mais ça me donne quand même un peu d'avance pour ma prochaine action d'influence. Alors, voilà, ma construction est faite. Je n'achète pas, je ne recrute pas le personnage, je n'ai pas de collision. Je pioche une nouvelle carte. Ah non! Alors ça ne m'aide pas du tout. Mais, oh, je peux en... Ah, c'est vrai, je peux en piocher une autre parce que je me suis débarrassé de ma voleuse. Ah, mais ça non plus. Ah, mais Lothaire, on l'aime bien. C'est la fin de notre tour. Alors, continuons de ce côté. On va faire progresser toutes les cartes de notre adversaire en essayant de ne pas tout faire tomber. Et voilà. Alors, pour ce qui est de notre adversaire, la première chose qu'il va faire, c'est d'influencer. Alors, on regarde son emplacement. Il est ici. Il va influencer cette carte-ci. Donc, il va avancer son marqueur de vertu d'un emplacement. Et probablement que
il va y avoir collision. Oh, et c'est vrai, au début de son tour, si je ne me trompe pas. Alors là, je n'ai pas le livret de règles sous les yeux, mais je crois qu'on doit faire avancer son marqueur de corruption puisqu'il a encore un crâne qui est visible. Alors, si je me trompe, vous pourrez me corriger dans les commentaires, mais je crois qu'au début de son tour, ceci aurait dû avancer et là, on aurait eu notre collision à cet emplacement, si je ne me trompe pas, à cause de l'influence de cette carte. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, il avance de 3. 1, 2, 3. Mais la résolution de la collision va se faire un peu plus tard. Et maintenant, il va essayer de faire le manuscrit qui est juste qui lui demande d'avoir 3 croix. Il en a 1, 2 seulement. Alors, ça ne va pas arriver pour l'instant. Par contre, l'autre option, il va la faire, c'est de retourner une carte. Alors, la catégorie qu'il a le moins retournée pour l'instant, ce sont les accomplissements. Alors, il va retourner en priorité une carte accomplissement. Celle-ci lui donnait 1 point en fin de partie. Maintenant, elle lui en donne 3. Et en plus, il va toucher une ressource, soit une précieuse pierre pour lui. Et maintenant, c'est la fin de son tour. Il y a résolution de la collision. Alors, de son côté, on remarque qu'on lui donne une ressource. Il va également récupérer une carte d'accomplissement, une carte de dette. Alors, les cartes qu'il a payées, je vais les mettre hors champ de la caméra. De toute façon, on y reviendra plus tard, si on se rend là. Et en bas, tout simplement, tous les autres joueurs ont la récompense advenant le cas. Alors, si ça peut arriver, parce qu'on a certaines restrictions parfois, mais ici, c'est que les autres joueurs, soit moi, ont l'occasion de réassembler ou de répartir mes cartes différemment. Alors, regardons les cartes qu'on a en main. Présentement, on ne pourra pas... Cette carte-ci va être défaussée. Est-ce que je préfère défausser celle-là? Parce que celle-là, je veux qu'elle reste active le plus longtemps possible. Je crois qu'on va rester dans cette disposition-là. Malheureusement, on ne profitera même pas de notre avantage auquel on aurait droit. Et c'est la fin du tour de notre adversaire, si je ne me trompe pas. À notre tour, maintenant, on défausse notre laboureur. On fait décaler le tout. Et voyons voir qu'est-ce qu'on pourra mettre en jeu. Alors, de notre côté, je crois que... Où est-ce qu'on est? On est ici. On a beaucoup d'encriers. On a un curé juste ici, alors qui nous ferait avancer de 2. On pourrait faire 1, 2. En venant ici, il nous faudrait 3 croix. On en aurait 1, 2, 3. Et on pourrait récupérer ce manuscrit. Les manuscrits sont intéressants pour différentes raisons. Immédiatement, lorsqu'on récupère celui-ci, on a un avantage, soit de recruter n'importe quel personnage visible. Ça, c'est déjà très, très bien. Deuxièmement, en fin de partie, pour chaque collection de manuscrits différents avec des signets de couleurs différentes, on aura plusieurs points. C'est rappelé ici sur notre carte aide-mémoire. Et en plus, si on réussit, donc de façon alternative, au lieu de se concentrer sur des catégories de livres différents, on pourrait se concentrer sur des catégories identiques. Alors, si on a 3 livres de catégorie bleue, on récupère cette carte qui va nous donner 3 points en fin de partie, en plus d'un avantage d'avoir constamment certains icônes actifs pour augmenter nos capacités. Alors, dans tous les cas, les manuscrits, c'est toujours bon. Est-ce que je préfère, à la place, aller chercher des ressources? C'est ça ma question. Peut-être qu'un autre manuscrit me serait plus utile. Si j'avance de 2, entre autres, je pourrais aller retourner. J'ai pas assez de sacs actifs, alors je crois que je vais sauter sur l'occasion. Je vais me déplacer de 2. 1, 2. Je vais venir juste ici. Et voilà. Je ne vais pas influencer le prêtre. Je vais résoudre mon action. J'ai 1, 2, 3 encriers. Alors, je récupère le manuscrit. Et immédiatement, je peux recruter n'importe quelle carte visible gratuitement. Bon, voyons voir nos options. Le pickpocket, c'est un joker. Il donne la possibilité de nous débarrasser de certaines cartes. Ça, c'est utile si on veut passer à travers notre deck plus facilement et de l'argent, mais je ne sais pas trop. Lui ici, qui nous permet d'augmenter, de faire avancer notre vertu, c'est bien.
Le prêtre ici, qui est un peu comme notre sculpteur, mais avec les encriers. L'acolyte, qui est versatile, nous permet de retourner les cartes. Ça, c'est bien. Le chevalier. Oh, le chevalier. Oh, le chevalier est intéressant. Le chevalier est très intéressant parce qu'on veut se spécialiser sur l'influence. Je crois qu'on va récupérer celui-là. Alors, on récupère le chevalier et... Attendez un petit peu. Donc, lorsque je récupère le chevalier, je peux bénéficier de son action. Donc, je peux défausser une carte. Et là, je crois savoir que ma dernière carte, c'est celle qu'on a achetée tantôt. Alors, je ne veux pas la défausser. À la place, je vais défausser, tiens, mon échangiste d'un peu plus tôt. Alors, je vais le défausser. Et ça, j'ai fait ça parce que j'ai récupéré ça, j'ai obtenu la carte, donc mon action est résolue, je ne vais pas recruter ce personnage, je n'ai pas de collision à gérer et je peux piocher 2 cartes. Alors ma dernière, oui, c'est effectivement notre garde de tout à l'heure. Alors malheureusement, il va faire avancer notre corruption, mais on va essayer de gérer ça et je peux piocher une deuxième carte. Mais là, je dois récupérer toute ma défausse, mélanger ça, alors comme ceci... Et voilà, je mets ça ici et je peux piocher une nouvelle carte qui s'ajoute à ma main. Et je crois que je vais mettre un terme à cette vidéo maintenant parce que je crois que vous avoir donné vraiment un bon aperçu des différentes actions que notre joueur fictif peut effectuer, la gestion de ses cartes, des actions qu'il peut faire, les opportunités qui s'offrent à lui, les interactions qu'il peut y avoir dans nos déplacements, dans nos constructions. Vous avez eu de bons exemples des actions qu'on peut faire, les stratégies à court, moyen terme qu'on peut viser. Alors, je crois et j'espère du moins que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu de ce que le mode solitaire des Vicomtes du Royaume de l'Ouest propose. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions concernant ce que vous avez vu aujourd'hui. Alors voilà pour ce qui était de ma session de jeu en solitaire des Vicomtes du Royaume de l'Ouest. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Ça me fait toujours plaisir de vous inviter à ma table, même si c'est pour jouer un jeu en solitaire et échanger avec vous les différentes pensées que je peux avoir lorsque je suis en tête-à-tête avec une tonne de bouts de carton. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.